fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter. Je suis Mélissa Bissonnette, professeure en gestion de la diversité en éducation et également membre du CRIFPE et co-responsable avec Rola Koubessi, professeure à l'UDM du pôle de recherche sur l'éducation inclusive et ses enjeux en milieu scolaire, du CRIFPE. Alors, je vous remercie toutes et tous d'être avec nous ce midi. Et j'ai vraiment le plaisir de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Madame Mercedes Moré-Lopez. Donc, diplômée en éducation sociale et docteur en pédagogie à l'Université des îles Baléares, elle est professeure au département de pédagogie appliquée et psychologie de l'éducation, ainsi que membre de l'Institut Paulo Freire. Son parcours d'enseignement est étroitement aligné, à sa ligne de recherche portant sur l'éducation interculturelle et l'intégrité académique. Elle a participé à divers projets de recherche et développement à l'échelle régionale, nationale, européenne également. Elle est l'autrice de multiples articles scientifiques et enfin, elle est co-directrice du programme de maîtrise en formation du professorat à l'Université des îles Baléares. Donc, elle vous présente aujourd'hui une conférence intitulée « Diversité ethnoculturelle et éducation inclusive en Espagne ». Donc, définition, caractéristiques et défis des cultures, des politiques et des pratiques éducatives. Donc, la présentation sera d'une durée de 30 à 40 minutes et par la suite, il y aura une période de questions qui sera animée par Gabrielle Montesano, qui est étudiante de doctorat, membre étudiante du CRIFPE et du pôle sur l'éducation inclusive. Donc, nous vous invitons à utiliser l'icône Q et R, ou plutôt Q et A, que vous voyez au bas de l'écran pour rédiger vos questions qui sont destinées à Madame Moré-Lopez et qui seront transmises par Gabrielle afin que notre invité puisse y répondre. Donc, autrement, je vous rappelle également que la conférence enregistrée aujourd'hui sera par la suite accessible sur le site web du CRIFPE. Donc, je vous remercie encore d'être avec nous. Donc, sans plus tarder, je laisse maintenant la place à notre conférencière invitée. Donc, Madame Moré-Lopez, c'est maintenant à vous. Bonjour à tous. Je vais faire OK. Ça. OK. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon, d'abord, je tiens à remercier mes collègues du CRIFPE de m'avoir invité à participer à ce webinaire parce que pour moi, c'est un véritable plaisir et un luxe d'être ici car vous êtes une référence au niveau international. Merci beaucoup. C'est très émouvant pour moi être ici et j'espère seulement de ne pas décevoir. Je tiens également à vous remercier tout pour votre intérêt et votre patience, car je vous demanderai d'être très patient avec mon français parce que mon niveau de français c'est très mauvais. Alors, merci beaucoup. Et nous faisons maintenant cette présentation. Pour cette présentation, nous utiliserons cette table de matière en parlant d'une analyse du contexte espagnol. Nous examinerons tout d'abord comment l'attention à la diversité ethnoculturelle est conçue en termes d'inclusion dans la législation éducative en Espagne. Pour ce faire, en plus de revoir historiquement cette conception, nous contextualiserons également les systèmes éducatifs espagnols au niveau territorial et organisationnel. De manière très brève, c'est vrai que ce sera très bref, mais simplement pour pouvoir faire les considérations appropriées à partir d'un même cadre de référence pour les participants de ce webinaire. Dans cette première partie,
Je donnerai également quelques aperçus de la diversité culturelle en Espagne. Et ensuite, nous nous concentrerons sur le concept d'éducation interculturelle inclusive, en le considérant comme la base de l'attention portée à la diversité culturelle. Cela vraiment nous permettra, en troisième lieu, d'entrer dans une brève analyse des pratiques et de l'attention portée à la diversité en Espagne. Nous définirons les principales lignes et d'approche, et tout cela, bien sûr, dans le seul but de débattre du système lui-même et de pouvoir évaluer ainsi les lignes d'action possibles, ce qui sera le dernier point à travailler aujourd'hui. Tout ce qui précède nous fournira le cadre nécessaire pour réfléchir à une réalité, celle d'une société multiculturelle avec des facteurs en notre faveur qui devraient nous permettre de nous orienter vers un horizon interculturel. D'accord? Alors, maintenant, au niveau très basique, nous allons présenter quelques informations d'ordre organisationnel et structurel qui nous permettront d'aborder ensuite des questions plus complexes. D'accord? Alors, ça c'est très basique. Hein? Nous commencerons par nous situer d'abord sur le territoire. D'accord? L'Espagne partage une frontière avec la France, au sud de la France, et le Portugal. Se situe au nord du continent africain et est directement limitrophe du Maroc et de la région. Ça, c'est très important pour savoir les frontières et la typologie de personnes étrangères que nous avons à l'Espagne, d'accord? De même, il faut tenir en compte du fait qu'en Espagne, en plus d'être régi par un système étatique central, un système centralisé pour tout l'État, au niveau politique, au niveau législatif et exécutif, chaque communauté autonome, nous l'avons ici avec des couleurs diverses, sur la carte, a des compétences spécifiques. D'accord? Chaque communauté a des compétences spécifiques. Par exemple, au niveau éducatif. C'est ça que nous importe aujourd'hui. D'accord? Ainsi, chaque communauté, en plus de s'appuyer sur un système et une législation éducative commune à l'ensemble de l'État espagnol, organise et adapte également sa propre réglementation au niveau beaucoup plus concret, contextualisé à son territoire, d'accord? De ces manières, les lois générales sur l'éducation ainsi que le décret sont toujours adaptés et concrétisés au niveau territorial par des décrets et des accords de nature plus locale et centré sur les besoins et les spécificités de ce territoire, hein, de la communauté autonome. D'accord? Alors, nous, ici, nous avons véritablement que la Constitution espagnole de 1978 établit un modèle d'administration publique qui agit conformément au principe d'efficacité, hiérarchie, de décentralisation, de déconcentration et de coordination, et répartissant l'exercice des compétences éducatives entre tous les niveaux administratifs. Les compétences éducatives sont réparties entre l'administration générale de l'État,
à travers du ministère de l'Éducation, de la formation professionnelle et des sports, en espagnol c'est Ministerio de Educación y Formación Profesional, et les communautés autonomes avec les conseils ou départements de l'éducation dans les villes de Ceuta et Melilla, elles sont assumées par le ministère lui-même. Okay? Aussi, les administrations locales, dont les fonctions sont centrées sur la gestion de l'éducation par le biais de conseils municipaux de l'éducation ou des instituts municipaux d'éducation, d'accord? Et finalement, les centres scolaires, hein, c'est de plus à moins. Les centres scolaires, le plus concret, le niveau plus concret, qui participent également grâce à l'autonomie dont ils disposent tant sur le plan pédagogique que sur celui de la gestion économique des ressources. Dans ces modèles, vraiment, les compétences éducatives exercées par les communautés autonomes sont fondamentalement les mêmes, appelées administrations éducatives, d'accord? C'est une structure un peu différente, mais nous devons savoir réellement que simplement que nous avons à un niveau de communauté autonome les compétences en éducation, d'accord? Alors, ici, nous avons un cadre avec tout le système éducatif, hein, l'organisation du système éducatif. À l'Espagne, nous avons le système éducatif organisé en étapes, cycles, degrés, cours et niveaux d'enseignement, et de manière à assurer la transition entre eux et le cas échéant au sein de chacun d'eux. Par exemple, l'étape de l'éducation préscolaire est divisée en 2 cycles. Le premier comprend jusqu'à 3 ans, et je dirais notre choix plus avant. Et pour l'instant, bien que cela ne fasse pas partie de la structure du système éducatif lui-même, prêtons attention à un point. Le test d'accès aux études supérieures, en particulier l'enseignement universitaire. Les universités, là, dans le cadre de leur contexte territorial, communautés autonomes, exigent que les tests d'accès soient passés pour pouvoir prétendre à une place. Et de cette manière, que l'étudiant puisse poursuivre des études supérieures dans cette université, hein, concret. Par conséquent, compte tenu du système d'organisation territoriale par communauté autonome, chaque communauté autonome organise dans le cadre d'un programme d'études communes au niveau national ses thèses d'accès à l'université. Alors, une chose que je veux souligner, c'est ça de test de niveau. Hein? C'est le test d'entrée qui actuellement est exigé dans le système éducatif espagnol seulement pour l'accès à l'université. D'accord? Alors, en ce qui concerne vraiment dans la législation en matière d'éducation, la loi organique de 2006 sur l'éducation, la LOE, un moment, modifiée par la loi organique de 3/2020, la LOMLOE, s'appelle così LOMLOE, est actuellement la norme de base qui régit le système éducatif et définit ses structures. D'accord? En effet, la structure du système éducatif espagnol est régie par cette loi et correspond à l'organigramme que nous voyons à l'écran maintenant. D'accord? Alors, je ferai un peu de revoir très bref, d'accord? Nous allons maintenant revoir l'apparition des termes d'inclusion et d'intégration dans la législation éducative, d'accord?
Ça, c'est toute la production par décennie. D'accord? Nous avons la loi générale sur l'éducation de 1970. À cette époque, la réglementation faisait principalement référence à l'éducation spéciale. Parlait d'intégration, ces lois, d'accord? L'approche était axée sur l'attention portée aux élèves handicapés ou ayant des besoins éducatifs spécifiques. Bien qu'il y ait une tendance à la ségrégation, en les organisant dans des centres ou des classes spéciales. Après, nous avons en 1990 la LOCSE, la organique, l'Organisation générale du système éducatif, ça, l'OCSE. Et avec la LOCSE, l'idée de l'intégration des élèves ayant des besoins spéciaux dans le système ordinaire commence à se concrétiser. Le concept d'attention à la diversité est introduit dans ces lois. Et partant du principe que les élèves présentent des différences qui doivent être prises en compte par le système éducatif lui-même. Alors, à partir de 2000, la consolidation, c'est la consolidation de l'éducation inclusive avec la LOE. La LOE est la loi organique de 2006 sur l'éducation. Ces lois renforcent le paradigme de l'inclusion, d'accord, bien que l'attention à la diversité reste l'axe principal. L'accent est mis sur la garantie du droit de tous les élèves à une éducation de qualité. Ici, la terminologie inclusion commence à être utilisée de manière plus explicite comme garantie de l'égalité des chances. Après vient la LOMTE, loi organique pour l'amélioration de la qualité de l'éducation de 2013. Et bien qu'elle conserve encore des mesures pour la prise en charge de la diversité, cette loi a fait l'objet de critiques en raison d'une supposée emphase sur la standardisation et l'évaluation. D'accord? Ce que certains ont considéré comme une approche moins cohérente avec une véritable vision inclusive. Alors, finalement, aujourd'hui, nous avons ces lois, la LOMLOE, la loi organique de modification de la LOE, qui est de 2020. Il s'agit de la réglementation la plus récente et à réaffirmer explicitement l'engagement en faveur d'une éducation inclusive. La perspective de l'attention à la diversité est élargie, couvrant non seulement les élèves handicapés ou ayant des besoins spéciaux, mais aussi d'autres groupes en situation de vulnérabilité. Par exemple, des groupes avec différences culturelles, socio-économiques ou de genre. D'accord? Alors, ça c'est très bref, les schématiques. Mais maintenant, si que, en ce qui concerne, pour avoir ces contextes, en ce qui concerne les données démographiques, essentielles si nous parlons d'attention à la diversité culturelle, nous constatons que nous vivons actuellement dans l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire de l'Espagne. D'accord? Parce que c'est vrai qu'avant 2009, en année d'une forte crise économique mondiale, l'Espagne était déjà un territoire d'émigration étrangère. Si l'on se réfère, par exemple, au flux migratoire de population en provenance d'autres pays. Nous parlons maintenant de migration d'autres pays.
2010, par exemple, et 2011, les données sur la population immigrée et émigrée se situent presque au même niveau. C'est à partir de 2016 que le nombre d'immigrants arrivant en Espagne a régulièrement dépassé celui des personnes quittant le pays. Ainsi, en 2023, ici, l'Espagne a accueilli plus de 1,2 million de personnes venant de l'étranger. D'accord? Tandis que l'environ la moitié de ce chiffre a quitté le pays. Alors, comment ces données se traduisent-elles dans les salles de classe? Hein? C'est ça que nous importe aujourd'hui. D'accord? Alors, ça c'est, par exemple, ici, nous pouvons voir les pourcentages d'élèves étrangers dans l'enseignement général. Autrement dit, dans l'enseignement secondaire, primaire, la préscolaire, le baccalauréat. Chaque barre correspond à une communauté autonome que nous avons vu, la structure initialement. Ce qui nous permet déjà de considérer certains éléments que nous avons mentionnés précédemment. La disparité, par exemple, la disparité des réalités de chaque territoire. Par exemple, nous, les îles Baléares, sommes le contexte le plus diversifié en ce qui concerne les étudiants étrangers, atteignant 18,3, par exemple. Tandis que d'autres communautés, comme l'Estrémadure, avec 4%, ou la Galice, qui n'atteint pas 6%, ont des réalités très différentes. D'accord? Alors, c'est là que se manifeste très clairement la nécessité de disposer de compétences, par exemple en matière d'éducation, dont nous avons déjà parlé. Hein? À la première diapositive. Alors, ici, nous avons le pourcentage, par exemple, d'élèves étrangers dans l'enseignement général. C'est la moyenne par communauté autonome et niveau d'enseignement. Indépendamment des différences entre les communautés, où avons-nous la plus faible présence d'élèves étrangers? Ça, c'est clair. Dans les niveaux supérieurs. En particulier dans le baccalauréat. Dans le secondaire, dans l'école secondaire aussi, hein? Oui. Mais il y a aussi une autre donnée importante. Dans l'éducation préscolaire, où nous constatons également que les pourcentages sont très, très faibles. Ouais? Pourquoi? Ça est très lié avec ce que nous avons dit. C'est parce que l'éducation préscolaire, nous parlons d'éducation infantile à l'Espagne, l'éducation préscolaire n'est pas obligatoire. Hein? Et une donnée importante, à l'Espagne, l'éducation préscolaire n'est pas obligatoire et s'étend, ça c'est encore plus important, s'étend de 0 à 6 ans. Bon? Jusqu'à 6 ans n'est pas obligatoire. Ça c'est une donnée importante, je pense. D'accord? Alors, ici, vraiment, nous avons, par exemple, ce qui concerne la répartition des élèves étrangers dans les écoles, les centres scolaires. Les moyennes de tous les niveaux sont élevées dans certaines communautés
autonomes, Baléares, Catalogne, Aragon, Communauté valencienne, La Rioja, par exemple. Mais ce qui attire vraiment l'attention, ce sont les différences entre la concentration d'élèves par type de centre scolaire. Les pourcentages sont beaucoup plus élevés dans les centres publics, tandis que dans les centres privés subventionnés, c'est le nom que nous avons donné à l'Espagne, aux écoles privées, mais subventionnées par des fonds publics. Dans ces centres privés, concertés ou effectivement privés, sont beaucoup plus faibles, les pourcentages. Alors, un exemple, en Aragon, par exemple, la moyenne d'élèves étrangers dans les écoles, les centres scolaires, est d'environ 16%. Cependant, dans les écoles, les centres publics, ce pourcentage est de près de 19%, tandis que dans les centres privés, il est de 11%. Alors, passons maintenant à cette seconde section consacrée à la définition et de l'approche, à la manière dont nous la comprenons et ce que nous voulons en faire. Bon? Alors, nous sommes d'accord sur le fait que, comme dit l'UNESCO, le modèle d'éducation interculturelle façonne une nouvelle vision de l'éducation centrée sur la diversité et non sur l'homogénéité, sur la réponse aux différents besoins de tous les élèves, et sur l'intensification de leur participation active, participation à l'apprentissage, aux cultures et aux communautés. Ce qui nous permet de réduire de manière à son tour les processus d'exclusion. Ainsi, l'éducation interculturelle et l'éducation inclusive partagent l'engagement de transformer l'éducation pour qu'elle s'oriente vers des valeurs et des attitudes démocratiques d'égalité, de respect, d'autonomie et de solidarité, et dont les principes devraient être ceux que voyons reflétés ici. Bon. Alors, maintenant, c'est là que nous devons réfléchir. Et dans le contexte que nous avons décrit ci-dessus en Espagne, avons-nous besoin de réellement clarifier cette perspective. Et une autre question. Pourquoi devons-nous être conscients de l'importance de l'éducation interculturelle et par conséquent de l'éducation inclusive? Alors, peut-être avec ces données, ici, nous pourrons répondre à ces questions. Il s'agit simplement d'un indicateur. Simplement, c'est un indicateur, c'est cela. Très facilement quantifiable. Juste maintenant, au début de l'année 2025, le ministère de l'Éducation a présenté les statistiques sur les variables éducatives du pays. Alors, nous le voyons ici, sont, en tenant en compte de la nationalité, en 2024, le taux d'abandon scolaire des élèves étrangers reste encore à 29,6%. Alors, si nous le comparons au pourcentage d'abandon scolaire des élèves à l'Espagne, la population étrangère a presque triplé le taux d'abandon scolaire précoce. De même, il faut tenir en compte du fait de ces deux chiffres qui sont supérieurs à ceux de l'Union européenne, qui étaient de 9,5% en 2023, la dernière donnée. C'est intéressant de voir ces données ici, n'est-ce pas? Parce que, comme nous l'avons dit,
Nous sommes encore bien au-dessus de la moyenne, mais nous venons d'une situation il y a seulement 10 ans qui était vraiment terrible. Hein? 41,6%. C'est terrible. L'année 2014. Alors, également, à titre d'exemple, parmi tant d'autres, nous avons également une série de données relatives, dans ces cas, aux élèves gitans. La population gitane en Espagne s'élève à environ 100 000 personnes. Il n'y a pas de données exactes. L'Espagne, c'est une population totale de 46 millions de personnes. Presque 1 million de 46. Au cours de décennies 80 et 90, les politiques d'attention à la diversité culturelle, telles qu'elles étaient alors comprises, sont précisément et esthétiquement concentrées sur ce groupe, la population gitane. Je suis désolée parce que l'infographie n'était disponible qu'en espagnol ou en anglais, pas en français, et j'ai jugé plus opportune d'inclure la version anglaise. Cela correspond au dernier rapport publié par la Fondation Secretariado Gitano, une organisation sociale à but non lucratif qui travaille depuis 40 ans dans la promotion et l'égalité des chances de la population gitane en Espagne et en Europe. Le rapport qui est intitulé La situation éducative des gitanes en Espagne, c'est le titre, révèle que le niveau d'éducation de la population gitane reste très élevé que la moyenne de la population, et par conséquent que l'écart éducatif entre les régions gitanes et le reste, la jeunesse espagnole continue de se creuser, c'est considérablement amélioré au cours des 30 dernières années. Les données sont terribles. Alors, si vous voulez, nous pouvons parler après des données, mais moi, alors, une fois que nous avons examiné le contexte avec ses obstacles et ses facilitateurs, les barrières et les facilitateurs, il est temps de décrire les pratiques de prise en charge d'attention à la diversité non culturelle à l'Espagne. Très brièvement, d'accord? Une version très simplifiée. Et pratique. Au niveau national, il existe des plans et des programmes spécifiques pour favoriser l'inclusion, que ce soit pour des groupes spécifiques ou simplement pour promouvoir l'équité. Nous verrons si c'est dans une perspective interculturelle. Hein, nous verrons. Nous présentons ici les principaux plans et programmes ainsi auxquels ils sont articulés et développés. Nous avons, dans ce cas, par exemple, des plans tels de la stratégie nationale pour l'égalité, l'inclusion et la participation gitane, de la population gitane. Au niveau national, qui est ensuite mis en œuvre dans seulement certaines communautés autonomes. En parallèle, nous trouvons également des programmes régionaux comme le programme de soutien aux élèves étrangers à Angali. Il y a 20 ans, ça s'est très normalisé. C'est une norme avoir un plan, un programme autonome d'attention à la diversité culturelle. Maintenant, non, c'est pas très normal parce que c'est une approximation plus transversale. C'est pas courant. Mais Agali cite actuellement dans ce plan. Et dans ce plan, ce programme,
l'administration de la communauté autonome dit que doit ce programme que doit démarrer maintenant, doit plus de mettre l'accent sur la question des langues. Entre autres, à proposer au centre des projets spécifiques d'inclusion. Parlons d'inclusion, hein, d'accord? Je ne sais pas si ça c'est correct ou non. Non, mais je ne veux dire rien maintenant. Seulement que on parle d'inclusion, de projets spécifiques d'inclusion, parmi lesquels la connaissance des traditions, des valeurs et des pratiques. Par exemple, musique et jeux traditionnels. Ça que je dis, ça c'est pas une perspective interculturelle. C'est une perspective multiculturelle, vraiment. Alors ici, le niveau est national dans le premier cas et régional dans le second. Dans le centre, de côté de l'école, car ici, elle se contente de mettre très peu de marge de manœuvre, d'accord? N'est pas d'autoriser l'école à participer à la conception des propositions et il y a très peu de marge pour de manœuvre. D'autre part, le ministère de l'Éducation, de l'école, met en œuvre le programme POA Plus, d'accord? Programme d'orientation, de progression et d'enrichissement et enrichissement éducatif. Ce programme cofinancé par l'Union européenne, nous parlons d'un total de 360 millions d'euros, vise à fournir des ressources aux centres qui s'engagent à renforcer les méthodologies d'apprentissage, par exemple, innovation éducative, personnalisée et adaptée aux besoins de tous les élèves afin de réduire l'échec scolaire et les décrochages scolaires précoces. Le programme est destiné aux écoles, aux centres présentant une complexité éducative particulière. Les écoles comptant un nombre important d'élèves dans la situation de vulnérabilité éducative qui rencontrent une série de difficultés ou d'obstacles tout au long de leur parcours scolaire. Dans la plupart des cas, il s'agit de centres situés dans des zones socialement favorisées et dont les élèves sont des familles à faible niveau socio-économique éducatif. Enfin, réellement, nous ne pouvions pas ignorer l'ensemble des mesures qui sont maintenues dans les centres scolaires depuis la fin des années 90. Ce sont les mesures par excellence. Et bien que le débat autour d'elles soit constant, il semble qu'il n'y ait aucune intention de les éliminer. Et qu'aucune alternative réaliste ne soit proposée. Ce sont les mesures par excellence et qui s'appellent classe d'accueil, aulas de accompagnement. D'accord? Qui sont non seulement organisées et développées dans le cadre des communautés autonomes, mais dans chaque communauté autonome peuvent faire d'avoir des noms différents et des caractéristiques distinctives. Son nom peut être classe d'accueil, programme d'accueil dans le système éducatif, classe d'immersion linguistique, programme d'accueil linguistique et culturel, PALIC, classe de liaison ou classe temporaire d'adaptation linguistique, ATAL, par exemple. Oh. Arrivé à ce point, je vais simplement partager avec vous quelques réflexions
aideront certainement de fois à évaluer certains des différents aspects abordés dans cette présentation. Alors, réellement, à ce stade, je crois que nous estimons nécessaire d'analyser et d'évaluer une série d'aspects, d'articles de conclusion, ainsi que d'éventuelles lignes stratégiques qui nous permettront d'avancer. Tout d'abord, nous devons garder à l'esprit que défendre une école et une société partout vraiment implique de réfléchir à différentes significations et approches en comprenant les acceptions de termes tels que intégration, culture, inclusion ou immigration. Pendant longtemps, l'attention éducative aux différents s'est concentrée sur les élèves différents, en mettant l'accent sur les politiques et les programmes d'assimilation et de compensation basés sur les déficits. Cependant, la diversité culturelle doit être comprise comme une opportunité de rencontre, d'échange, de participation et d'apprentissage. Et partir de cette approche suppose de parier sur les profondes transformations sociales et éducatives. En définitive, un changement dans les politiques, la culture et les pratiques éducatives en faveur de la différence et de la diversité des élèves. D'autre part, il est nécessaire de construire une école interculturelle inclusive qui nous permet de nous développer en tant que communauté et de répondre aux besoins de chacune des personnes qui la composent. Pour ce faire, il est nécessaire de le centre lui-même perçoive un besoin de changement sens large de direction, enseignants, familles, organismes sociaux et communautaires. Parce que si les différents groupes ne ressentent pas besoin d'amélioration et ne perçoivent pas qu'ils peuvent faire quelque chose pour parvenir, le processus reste étranger à leur propre réalité. Il faut également favoriser l'autonomie progressive de l'école pour gérer la formation, ses changements et ses démarches futures dans le cadre de son fonctionnement habituel. L'ouverture du centre de l'école, du centre scolaire à la communauté est essentiel. Et pour cela, il doit disposer de stratégies de participation démocratique pour le débat. Enfin, sur ce point, lorsqu'une école entame un processus de transformation, elle a besoin de points d'appui qui valorisent le changement, en l'occurrence par l'intermédiaire des entités locales et des autorités éducatives. Enfin, il est essentiel de définir et de garantir un projet éducatif interculturel. Pour ce faire, nous devons commencer par consolider, par exemple, les figures professionnelles ayant une vision communautaire. Il faut améliorer la formation, oui, c'est vrai, la formation initiale et la formation continue des enseignants, mais aussi miser sur d'autres professionnels, médiateurs, éducateurs sociaux, par exemple, qui sont le ciment de ces mosaïques que nous appelons communauté. Comme nous l'avons dit, la formation aux compétences interculturelles, non seulement pour les enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la communauté éducative. Nous avons besoin de professionnels formés, dotés d'outils, capables de concevoir des stratégies, de les mettre en œuvre et de les évaluer. Mais nous avons aussi besoin d'une communauté éducative sensibilisée et réceptive à la diversité. Pour finir, je ne veux pas laisser de côté ce point. Bien qu'elle bénéficie encore aujourd'hui du soutien d'une partie importante
la communauté éducative, les politiques interculturelles ne peuvent pas passer par des espaces, des classes d'accueil, hein, séparées du reste, aussi temporelle que soit la mesure considérée, car elle constitue une forme supplémentaire de ségrégation et ne font illustrer le véritable décalage entre les discours publics et la pratique réelle. Les écoles doivent être une ressource supplémentaire de la communauté, partagée par l'ensemble de la communauté et par conséquent ouverte à tous. Bon. Alors, merci beaucoup votre attention et merci beaucoup pour la possibilité de parler aujourd'hui ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Morel-Lopez, pour cette conférence captivante. Votre analyse du contexte espagnol, de l'éducation interculturelle et inclusive et des pratiques éducatives apporte un éclairage précieux, puis elle alimente notre réflexion sur des enjeux qui, j'en suis certaine, résonnent autant en Espagne qu'ailleurs dans le monde. Donc, on va passer maintenant à la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser une question ou partager un commentaire dans la boîte Q et R ou Q et A et non dans la boîte de discussion. Ça va me permettre de mieux organiser la petite période. On a environ 12 minutes avec Madame Morel-Lopez. Donc, je vous invite à poser vos questions, puis je vais pouvoir les lire. Donc, la première question, Madame Morel-Lopez, c'est quelqu'un qui se demande quels sont les principaux pays d'origine des élèves nés à l'extérieur de l'Espagne? Surtout, sont les pays de Latino-Amérique. D'accord? Du continent américain, mais de la Latino-Amérique. Par un motif idiomatique, d'accord? Et pour que sont les colonies historiquement les colonies espagnoles à l'Amérique et que pour eux c'est plus facile d'avoir la résidence à l'Espagne. La loi d'étrangérie, nous avons une loi, c'est la loi s'appelle d'étrangérie, des étrangères, qui non m'activisent. Si la carte pour résider à l'Espagne, alors parle de facilité pour les personnes de l'Amérique, de la Latino-Amérique, pour entrer et surtout pour rester à l'Espagne. Et que si ils veulent, peuvent demander la nationalité plus presque qu'autre. D'accord? Parce que une chose, c'est la carte de résidence et une autre chose, c'est la nationalité. Alors, la carte de résidence se doit actualiser constamment et a besoin d'avoir, par exemple, un contrat du travail, faire cette rénovation, mais la nationalité, non. Alors, comme c'est plus facile, c'est vraiment, c'est attractif pour les personnes de pays de la Latino-Amérique. Surtout sont de Venezuela, surtout Colombia, Bolivia, Équateur, par exemple. Nous avons un pourcentage très élevé de citoyens de l'Italie que quand nous voyons les statistiques apparaît comme nationalité italienne, mais ces personnes ne sont pas nées à l'Italie, sont nées à l'Argentine. D'accord? Et parce que aussi,
C'est très facile pour eux avoir la nationalité italienne. Et alors, quand on donne la nationalité italienne, on peut demander la nationalité espagnole. Viennent en Espagne et pour ça, pour la question idiomatique. Mais si, nous avons ça. Et après de tous ces pays de la Latine-Amérique, alors nous avons Maroc, surtout, hein, pour la frontière que nous avons parlé avant, Maroc, Algérie, et maintenant nous avons surtout de l'Europe de l'Est, nous avons de la Roumanie. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une petite question pour vous. Vous avez parlé de la formation continue pour les personnes enseignantes, que ça serait important d'investir là-dedans. Je me demandais s'il y avait déjà des initiatives pour aider les personnes enseignantes à mieux intervenir auprès des élèves ayant des profils diversifiés. Oui, nous avons cette structure, par exemple, du système éducatif espagnol nous permet de faire parallèle de offerte et offrir aux enseignants, aux professionnels de l'éducation, la formation que les professionnels veulent. Alors, ça s'organise pour centre, d'accord? Chaque centre fait une demande à l'administration éducative de la communauté autonome, fait une demande de une formation spécifique. Pourquoi? Parce que on détectait une nécessité pour cette thématique, pour cet aspect. Alors, se fait cette demande et avec ces demandes s'offre la formation. Ce sont des cours de formation qui servent aux professionnels de l'éducation d'être actualisés. Mais c'est vrai que c'est pas suffisant. D'accord? Pourquoi? Parce que cette structure qui paraît très fraîche et très intéressante, j'ai une demande, je la fais, alors tu me réponds, n'a pas une organisation, vraiment une structure validée pour une nécessité, un besoin réel. J'ai un besoin, je crois que j'ai un besoin, mais c'est pas vrai peut-être. Alors c'est pour ça que je voulais parler et remarquer, c'est ça de l'évaluation. L'évaluation, c'est un point critique ici dans les centres et pour les administrateurs éducatifs, les directeurs par exemple, parce que nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas de stratégie, mais parce que nous avons réellement des données pour désigner une stratégie claire et solide qui garantisse la continuité, par exemple. Et ce sont petites capsules, ce sont formations très simples. C'est simple, véritablement. Merci. Au fait, la prochaine question est un peu en lien maintenant pour la formation initiale. Comment favorise-t-elle l'inclusion des élèves? Comment les futurs enseignants sont-ils formés? Ça, c'est un point encore pendant pour nous ici à les universités d'espagnol. La formation initiale à l'Espagne pour professionnels de l'éducation, pour professeurs, n'a pas une matière dédiée, normalement dédiée
à l'attention à la diversité. C'est très rare qu'à l'université, on enseigne attention à la diversité non culturelle au futur maître, au futur professeur. Non, ça, c'est pas une réalité encore. Et ça, c'est vraiment une question pendante parce que on va, depuis de la formation initiale, on va au centre et ne connaît pas ni la réalité. Et nous avons un second point que c'est un peu conflictif, que c'est que nous avons une formation initiale pour les professionnels de l'éducation primaire, scolaire et primaire, et une formation totalement différente pour les professeurs, la formation initiale pour les professeurs de la secondaire. Pour les professeurs de la secondaire, c'est un master. C'est une année de formation initiale pour toutes les personnes qui ont une titulation universitaire. Je suis chimique, alors si je veux travailler comme professeur de chimique à un centre de secondaire, alors je fais simplement une formation d'un an et très générique, qui parle uniquement de méthodologie, de didactique, parce que nous pensons, c'est vrai que ce sont personnes qui ont fait une titulation de chimique, par exemple, ou physique, ou mathématiques, et non une matière, aucune matière de didactique, par exemple. Alors, ça fait un an, simplement, ça fait toute cette formation et presque rien de attention à la diversité culturelle. On n'a pas tant. On a une autre question en lien encore avec les élèves nés à l'extérieur de l'Espagne. Comme les élèves nés en Amérique du Sud n'ont peut-être pas de barrière langagière, est-ce plus facile pour eux de s'intégrer dans le système scolaire en comparaison avec des élèves nés en Maroc? Oui et non. Oui et non, parce que nous avons un sérieux problème social avec la discrimination culturelle aujourd'hui. Et la seconde chose est très, très importante. Avec ces maps que nous avons vues de physique, la carte physique du territoire espagnol, nous avons vu les communautés autonomes. Alors, nous avons la langue de tout le territoire espagnol, c'est l'espagnol, d'accord, l'espagnol. Mais nous avons aucune territoire, communauté autonome, qui ont deux langues, espagnol et une autre, qui c'est la langue propre de la communauté. Par exemple, ici, à l'île Baléares, nous avons le catalan. La Catalogne est comme la communauté valencienne. Alors, ça ne facilite pas à ces enfants. Par exemple, au Euskadi, aux Pays-Bas, qui est au nord de l'Espagne, parle d'Euskera. L'Euskera, c'est très, très, très difficile de comprendre. Pourquoi? Parce que c'est une langue germaine. C'est pas une langue comme l'espagnol, comme l'italien, comme le français, par exemple, que nous avons le latin. Mais le basque, non. Le l'euskera, non. C'est très difficile. Et c'est obligé de parler et comprendre les basques aux écoles du Pays basque. D'accord? Parce que s'ils parlent uniquement ces langues. Alors, non. C'est initialement, tu peux penser que c'est plus facile, mais non. Par exemple, la langue, c'est le focus d'attention
surtout la salle d'accueil, non, c'est pas facile. Mhm. Merci beaucoup encore, Madame Moret-Lopez. Là, on est déjà à 1 minute, donc je vous proposerais qu'on termine là-dessus. Merci beaucoup pour votre générosité, pour le partage de vos connaissances et pour cette présentation stimulante. Merci à toutes les personnes ayant participé aujourd'hui à la conférence. On vous invite de rester à l'affût pour les prochaines midi-conférences avec le pôle de recherche éducation inclusive et ses enjeux en milieu scolaire au CRIFPE. La conférence aujourd'hui va être enregistrée et va vous être partagée, va être disponible sur le site web du CRIFPE sous peu. Donc, je vous remercie énormément. Merci encore, Madame Moret-Lopez. Puis, je vous souhaite autant une bonne soirée qu'un bon matin ou un bel après-midi où vous êtes dans le monde. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et je vous laisserai la présentation et si vous voulez contacter avec moi pour ces questions que nous ne pouvons traiter ici aujourd'hui, vous pouvez m'écrire, d'accord? Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci.